Le manoir des Hardgrove, étendu sur plus de 2 hectares de terrain paysager dans les Hamptons, était un témoignage éclatant de 3 générations de richesse et d'influence. À l'intérieur, le dîner de Thanksgiving venait de se terminer, et l'air était saturé de l'odeur de tarte à la citrouille et de prétention. Broderick Hardgrove, PDG de Hardgrove Technologies, se tenait à la tête de la table, faisant tourner lentement un verre de scotch de 30 ans d'âge. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer les notifications, de laisser un like et un commentaire sous la vidéo. Encore un trimestre réussi, annonça-t-il à sa famille réunie. Les actions ont grimpé de 17%. Le conseil d'administration est aux anges. À l'autre bout de la table, Preston Davenport empilait calmement les assiettes. Sa femme depuis 8 ans, Valérie Hardgrove Davenport, unique fille de Broderick, ne le regardait même pas en sirotant son champagne. Laissant un peu pour la femme de ménage, Preston lança sa belle-mère, Constance, avec un sourire pincé. Martina serait déçue que tu lui enlèves tout son travail. Non, maman, laisse-le faire, répondit Valérie, assez fort pour que tous l'entendent. Il est au moins bon à quelque chose. La table éclata de rire. Preston serra les assiettes entre ses mains. 8 ans. 8 longues années à endurer ce genre de pique. 8 ans à être la risée de la famille. Le romancier raté qui avait épousé l'argent. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'était que Preston Davenport n'était qu'une identité soigneusement construite. Son téléphone vibra dans sa poche. Il s'excusa et se rendit à la cuisine. Sur l'écran, un message. Monsieur, votre jet est prêt. L'équipe d'acquisition attend votre autorisation finale. Preston inspira profondément et tapa « Exécuté ». Il retourna dans la salle à manger, où Broderick se vantait de sa dernière conquête commerciale. Ce pauvre Sullivan. Il n'a rien vu venir. Quand il a compris, j'avais déjà démembré sa société. Preston, lança Valérie. Raconte-leur ta dernière lettre de refus. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna à nouveau. Il décrocha, conscient des regards agacés de ses beaux-parents. Je m'excuse, c'est urgent, dit-il en s'éloignant. Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui peut bien être aussi urgent dans ta vie, ricana Broderick. Encore un éditeur qui rejette ton manuscrit? Preston l'ignora et prit l'appel. La voix de son assistante était claire et précise. C'est fait, monsieur. Orbital Technologies vous appartient. Le conseil a voté à l'unanimité. Merci, Abigail. Lancez la phase 2. Quand il revint, quelque chose en lui avait changé. Il posa les assiettes, puis se dirigea sans un mot vers la porte. Où tu crois aller? Lança Valérie derrière lui. J'ai eu ma dose pour ce soir, répondit-il sans se retourner. Ne sois pas si susceptible. C'est Thanksgiving, tu m'embarrasses. Preston s'arrêta à la porte. Je pense que tu as fait ça bien assez pour nous deux au fil des années. Il sortit sans un mot de plus, ignorant les cris furieux de Valérie. Une fois dans la voiture, il retira son alliance en or et la glissa dans sa poche. La mascarade touchait enfin à sa fin. Plus tard, installé dans son jet privé traversant l'Atlantique, Preston, ou plutôt Barrett Caldwell, son véritable nom, regardait les informations sur sa tablette. Flash Info, un mystérieux magnate de la tech rachète Orbital Technologies dans une prise de contrôle surprise. Le PDG Broderick Hardgrove est injoignable, alors que les actions plongent. Son téléphone s'illumina pour la 12e fois. Valérie appelait encore. Il décrocha à la dernière sonnerie. Barrett, que se passe-t-il? Mon père est en train de perdre la tête. Les infos parlent d'un certain Phoenix Capital qui a racheté Orbital. C'est leur société phare. Vraiment, répondit-il calmement. Ne fais pas l'idiot. Des journalistes sont devant la maison, ils parlent d'un milliardaire nommé Barrett Caldwell. Ils disent qu'il possède Phoenix Capital. Barrett esquissa un léger sourire. Intéressant. Barrett, si c'est une blague, elle est de très mauvais goût. Mon père. Ton père, coupa-t-il, aurait dû faire plus attention à qui il invitait à sa table. De quoi tu parles? 8 ans, Valérie.
8 ans à jouer le rôle du gendre raté, du romancier minable, de la blague vivante. Le silence à l'autre bout de la ligne était assourdissant. Barrett, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. C'est exactement ce que tu penses. Et ce n'est que le début. Il raccrocha, puis éteignit son téléphone. La phase 1 était terminée. Et les Hardgrove n'avaient pas la moindre idée de ce qui les attendait. Chapitre 2, l'homme derrière le masque. 3 jours après l'incident de Thanksgiving, Barrett Caldwell était assis dans son bureau penthouse à Tokyo, observant les actualités financières avec une satisfaction discrète. La voix du journaliste vibrait d'excitation. L'action de Hardgrove Technologies continue de chuter après la perte de sa division phare. Des sources internes signalent des réunions de crise au sein du conseil d'administration, alors que les investisseurs exigent des réponses. Barrett se tourna vers les immenses baies vitrées, contemplant la ville tentaculaire. Tokyo n'était qu'une des 12 villes où il possédait des résidences. Aucune n'était connue de celle qui prétendait être sa femme. Son assistante exécutive, Naomi Takahashi, entra avec une tablette en main. Contrairement à l'identité fictive de Preston Davenport, Naomi savait exactement qui il était, fondateur et PDG de Phoenix Innovation, avec une fortune personnelle estimée à 17,2 milliards de dollars. Le transfert des actifs d'Orbital est terminé, annonça TL. Et comme vous l'aviez prévu, Broderick Hardgrove a convoqué une conférence de presse d'urgence cet après-midi. Parfait timing, répondit Barrett. Et Valérie? Elle a tenté de contacter tous vos alias. Elle a même engagé un détective privé. Barrett sourit. Peu importe qui elle a engagé. Il ne trouvera rien que je ne veuille pas qu'il trouve. Naomi hésita. Il y a autre chose, monsieur. Votre sœur a appelé. Barrett se raidit. Tiens, c'est qu'elle ne doit pas me contacter directement. Elle dit que c'est important. Quelque chose à propos de Valérie qui l'aurait contacté. Barrett réfléchit. Sa sœur cadette, Talia, était la seule famille qui lui restait. La seule personne à connaître ces deux visages, Preston Davenport et Barrett Caldwell. Il organisa un appel sécurisé. Quelques heures plus tard, alors qu'il se préparait pour une vidéoconférence avec ses directeurs du monde entier, le visage de sa sœur apparut à l'écran. Tia Caldwell avait les mêmes yeux bleus perçants que son frère, mais son expression était douce et inquiète. 8 ans, Barrett, commença-t-elle sans détour. 8 ans de cette double vie absurde. Et maintenant, tu passes à l'action? Tu savais que ce jour viendrait, répondit-il calmement. Valérie m'a appelé en larmes. Elle pense que tu fais une crise. Barrett laissa échapper un rire amer. Bien sûr qu'elle le pense. L'idée que son mari minable puisse être autre chose que ce qu'elle croit, est inconcevable pour elle. Elle veut savoir si j'ai eu de tes nouvelles. Qu'est-ce que je suis censé lui dire? Rien. Ça ne te concerne pas. L'expression de Tia se durcit. Tu m'y as mêlé le jour où tu as décidé de vivre une décennie dans le mensonge. Tu sais ce que ça m'a fait de te voir t'humilier devant ces gens? De prétendre à peine connaître mon propre frère pendant leur réception mondaine? C'était nécessaire. Vraiment? Ou bien tu voulais juste faire souffrir Broderick, comme il a fait souffrir papa? La mâchoire de Barrett se crispa. La mention de leur père touchait toujours une corde sensible. Nicholas Caldwell avait été un ingénieur brillant, dont la conception révolutionnaire en traitement quantique avait été volée par un jeune Broderick Hardgrove ambitieux à la fin des années 1990. Ce vol avait détruit leur père, entraînant une dépression et, finalement, son suicide. Barrett n'avait que 19 ans. Et Tia, 14 ans. Il ne s'agit pas seulement de papa, insista Barrett. Alors de quoi s'agit-il? De vengeance? C'est pour ça que tu as épousé Valérie? Elle n'était qu'un dommage collatéral dans ta vendetta contre son père? Barrett ne répondit pas tout de suite. La vérité était compliquée. Au départ, il avait approché Valérie 8 ans plus tôt avec la vengeance en tête. Mais quelque chose d'inattendu s'était produit. Il s'était sincèrement attaché à elle. Pendant un court instant, il avait envisagé d'abandonner son plan. Jusqu'à ce qu'il découvre qui elle était vraiment. Valérie a fait ses propres choix,
dit-il finalement. Elle m'a montré exactement qui elle était. Talia secoua la tête. Peu importe ce qu'elle a fait, tout ce stratagème. 3 mois après notre mariage, l'interrompit Barrett. J'ai découvert qu'elle voyait encore son ex. 6 mois plus tard, j'ai appris qu'elle ne m'avait épousé que parce que son père l'en avait convaincu. J'étais pour eux un idiot utile, une distraction inoffensive en attendant quelqu'un digne du nom Hardrove. L'expression de Tia s'adoucit. Barry, je ne savais pas, personne ne savait. J'ai joué mon rôle, répondit-il. Le mari pathétique, l'écrivain raté, l'homme qui peinait à terminer un roman qui ne serait jamais publié, tout en construisant Phoenix pour en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et maintenant? Maintenant, je prends tout ce qu'Hardrove a bâti. Son empire, construit sur le dos du travail de notre père. Il est temps qu'il sache ce que ça fait de se faire tout arracher. On va ramener papa, demanda doucement Talia. Barrett détourna le regard. Non. Mais on lui rendra justice. Et ça, c'est déjà quelque chose. Lorsque l'appel prit fin, Barrett retourna à la vue panoramique de Tokyo. Les premières pièces de sa vengeance étaient en mouvement. Mais la vraie partie ne faisait que commencer. Chapitre 3 : La trahison. Barrett était assis dans le bar tamisé d'un hôtel à Genève, un verre de scotch à la main. Il attendait. Le jazz doux en fond sonore n'apaisait en rien ses pensées. 2 semaines s'étaient écoulées depuis Thanksgiving, et le monde des affaires était encore secoué par les manœuvres agressives de Phoenix Capital contre Hardrove Technologies. Un homme en costume impeccable s'approcha. Monsieur Caldwell. Wesley Bennett, de Kingston Security. Votre assistante a organisé notre rencontre. Barrett lui fit signe de s'asseoir. Qu'avez-vous pour moi? Bennett posa une tablette élégante sur la table. Tout ce que vous avez demandé sur Madame Davenport, ou devrais-je dire, Madame Caldwell. Je ne suis toujours pas sûr du nom à utiliser. Montrez-moi simplement ce que vous avez trouvé. Bennett fit défiler une série d'images. Votre femme a été plutôt active depuis votre disparition. Notamment dans sa relation avec cet homme. L'écran montrait Valérie entrant dans un hôtel de luxe, suivi d'un homme grand, aux cheveux poivre et sel. Trevor Maxwell, expliqua Bennett. Directeur des opérations chez Hardrove Technologies, et bras droit de votre beau-père depuis 15 ans. L'expression de Barrett resta neutre, mais ses jointures blanchirent autour de son verre. Depuis combien de temps? Selon nos surveillances et les données électroniques, environ 3 ans. 3 ans. La moitié de leur mariage. Barrett avait toujours soupçonné Valérie d'infidélité, mais voir la preuve était un coup brutal. Ce n'est pas tout, continua Bennett, faisant défiler d'autres fichiers. Nous avons accédé à ses communications privées, comme vous l'avez demandé. Il semble que Madame Caldwell et Monsieur Maxwell discutaient de bien plus que leur liaison. Barrett lut les messages à l'écran, son visage devenant de plus en plus froid. Les conversations entre Valérie et Trevor révélaient non seulement leur relation, mais aussi leur moquerie à son égard, leur plan pour, après qu'elle ait enfin divorcé de cet écrivain pathétique. Le plus accablant, leur discussion autour d'un potentiel héritage venant d'un oncle décédé de Barrett. Un oncle, totalement inventé. Il pense que je pourrais hériter d'une somme importante. Murmura-t-il. Bennett acquiesça. D'après ce que nous avons trouvé, Madame Caldwell vous encourageait à rester en contact avec l'avocat de cet oncle, pour cette raison exacte. Cet oncle n'avait jamais existé. C'était un piège que Barrett avait mis en place des années plus tôt pour tester Valérie. Et elle était tombée dedans. Non seulement elle avait trahi sa confiance, mais elle complotait activement pour s'accaparer un héritage fictif. Il y a encore une chose, dit Bennett en ouvrant un dernier fichier. Cela vient d'une réunion chez Hardrove Technologies, il y a 3 jours. La vidéo montrait Broderick Hardrove dans son bureau, en compagnie de Valérie et Trevor. L'audio était limpide. Ton mari disparu est devenu un problème, disait Broderick. D'abord il nous humilie en quittant le dîner de Thanksgiving, et maintenant il est lié à la société qui veut nous détruire. Papa, je n'en savais rien, implora Valérie. Preston, ou Barrett, ou quel que soit son nom, il ne m'a rien dit.
C'est dur à croire, Valérie, intervint Trevor. Tu vis avec lui depuis 8 ans. Tu es sérieuse? La voix de Valérie monta d'un ton. Tu sais très bien quel genre de mariage c'était. Il n'était rien. Juste un faire-valoir. Toi et moi, on l'a toujours su. Broderick frappa du poing sur le bureau. Peu importe. Il faut qu'on maîtrise la situation. Si la presse apprend que le mari de ma fille est le même Barrett Caldwell qui démolit notre entreprise, les actionnaires vont paniquer encore plus. Que suggérez-vous? Demanda Trevor. On utilise Valérie. Elle joue l'épouse brisée et trahie. On lance la procédure de divorce immédiatement. Motif, abandon et instabilité mentale. On prend les devants. La vidéo se termina. Barrett resta silencieux un long moment. Ce sera tout, monsieur Caldwell? Demanda Bennett. Barrett termina son verre et se leva. Trouvez-moi tout ce que vous pouvez sur Trevor Maxwell. Chaque squelette, chaque faiblesse, chaque point de pression. Et je veux des mises à jour quotidiennes sur les trois. Compris. Et si je peux me permettre, quelle est votre prochaine étape? Le sourire de Barrett était glacial. Maintenant que je connais tous les joueurs, il est temps de changer les règles. 2 jours plus tard, Barrett était dans son bureau à Milan. Naomi lui faisait un compte-rendu des dernières évolutions. Hardrove Technologies venait d'annoncer un partenariat stratégique avec une société chinoise pour compenser la perte d'Orbital. Leur action s'est stabilisée temporairement, nota Naomi. Ils s'adaptent plus vite qu'on ne le pensait. Ça ne changera rien, répondit Barrett. Broderick pense avoir résisté à la tempête. Il ne réalise pas qu'elle n'a même pas encore commencé. Son téléphone vibra. Message de Tia. Valérie va s'exprimer publiquement demain. Conférence de presse prévue au siège d'Acheté. Elle demande le divorce. Barrett transféra le message à Naomi. Prépare nos contacts dans les médias. C'est l'heure de la phase 2. Tu es sûr de toi? Une fois qu'on rend publique la preuve de sa liaison avec Maxwell, il n'y aura pas de retour possible. Ta vengeance devient personnelle aux yeux de tous. Barrett fixait le logo de Hardrove Technologies sur l'écran mural de son bureau. Il y a 8 ans, Broderick Hardrove m'a pris à part lors de la fête de fiançailles de sa fille. Il m'a dit qu'il savait exactement qui j'étais. Pas l'écrivain raté que je prétendais être, mais le fils de Nicholas Caldwell. Il a ri en me disant que mon père était faible. Et que j'étais pathétique de croire que je pouvais infiltrer sa famille. Mais il a quand même accepté le mariage. Parce qu'il ne me voyait pas comme une menace. À ses yeux, j'étais brisé, amer, en quête d'une petite revanche futile en épousant sa fille. Il a même encouragé Valérie à aller jusqu'au bout, convaincu que je ne pourrais jamais leur nuire. Barrett se tourna vers Naomi, les yeux durs comme la pierre. Il avait tort. Et maintenant, ils vont tous payer. Broderick, pour avoir détruit mon père. Valérie, pour sa trahison. Et Trevor, pour avoir cru qu'il pouvait me prendre ce qui m'appartenait. Naomi quitta la pièce. Barrett ouvrit son coffre-fort. Et il retira une vieille photo de son père, debout fièrement dans son laboratoire. Juste à côté, un article de journal jauni annonçait la percée de Hardrove dans le traitement quantique. Ce n'est plus qu'une question de temps, papa, murmura-t-il à la photo. Tout ce qu'ils ont construit sur ton travail va s'effondrer. Et je serai là pour les regarder tomber. Chapitre 4 Premier mouvement. La conférence de presse fut une véritable masterclass de compassion fabriquée. Valérie Hardrove, de Davenport, se tenait aux côtés de son père devant le siège de Hardrove Technologies. Ses yeux brillaient au bon moment, sa voix se brisait exactement là où il fallait. Je suis dévasté d'apprendre que mon mari, l'homme que j'ai aimé et soutenu pendant 8 ans, menait une double vie, déclara-t-elle aux journalistes présents. Non seulement Preston ou Barrett, comme il semble désormais préférer à abandonner notre mariage sans prévenir, mais il utilise maintenant ses ressources pour attaquer l'entreprise familiale. Barrett observait la scène depuis son pentouse à Londres, insensible à ses larmes de crocodile. À ses côtés se trouvait Lawrence Sullivan, ancien PDG de Sullivan Quantum Systems, une autre victime des tactiques commerciales impitoyables de Broderick Hardrove,
des années auparavant. Elle est douée, remarqua Sullivan. Si je ne savais pas la vérité, je croirais presque qu'elle est la victime dans cette histoire. Une Harrov pure souche, répondit Barrett. Pour eux, tout n'est qu'apparence. À l'écran, Briggs s'avança pour soutenir sa fille bouleversée. Nous avons déposé une demande de divorce au nom de Valérie, invoquant l'abandon et une détresse émotionnelle extrême. Quant aux attaques de M. Caldwell contre Harrov Technologies, nous les considérons comme les actes vindicatifs d'un individu perturbé, animé par une vendetta personnelle. Un journaliste cria depuis la foule. Est-il vrai que Barrett Caldwell est le fils de Nicholas Caldwell, dont les travaux sur le traitement quantique ont posé les bases du succès initial de Hardrove? Le visage de Briggs se tendit, à peine perceptiblement. Nicholas Caldwell était un ingénieur talentueux qui a travaillé pour moi brièvement dans les années 1990. Toute insinuation selon laquelle ses contributions auraient été plus importantes que cela est tout simplement fausse. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, ma fille en a déjà assez supporté aujourd'hui. Alors qu'il quittait le podium, Barrett se tourna vers Sullivan. À nous de jouer maintenant. Quelques minutes plus tard, les principaux médias financiers recevaient une fuite de données anonymes. Des emails, des messages, des reçus d'hôtels et des photographies prouvant la liaison de Valérie avec Trevor Maxwell depuis 3 ans. Simultanément, Phoenix Innovation publiait un communiqué annonçant Barrett Caldwell comme fondateur et PDG. Confirmant son identité comme étant le mari de Valérie, mais sans aucun commentaire personnel. Le téléphone de Barrett sonna presque aussitôt. C'était Tia. C'était nécessaire, demanda-t-elle sans préambule. L'affaire? Les photos? Tu l'as humiliée publiquement. Elle s'est humiliée elle-même, répondit froidement Barrett. Je n'ai fait que fournir les preuves. Ce n'est pas toi, Barry. Tu ne sais pas ce que je suis devenu, Tia. 8 ans à jouer un rôle, ça change un homme. La voix de sa sœur s'adoucit. Je comprends que tu sois blessé. Il ne s'agit pas de blessure sentimentale, coupa Barrett. C'est du business. Le reste, ce ne sont que des leviers. Après avoir raccroché, Barrett se tourna vers Sullivan. Tu es prêt pour la suite? Sullivan hocha la tête, le visage grave. Mon équipe a identifié les points faibles dans le partenariat chinois. Leurs autorisations réglementaires dépendent de garanties en propriété intellectuelle que Harrov ne pourra jamais fournir. Parfait. Appuie là-dessus auprès des autorités. Je veux que ce partenariat s'effondre d'ici la fin de la semaine. Alors que Sullivan partait exécuter le plan, Barrett reçut une notification, Valérie appelait. Cette fois, sur son vrai numéro, celui auquel elle n'avait jamais eu accès auparavant. Comment as-tu eu ce numéro? Demanda-t-il. Ta sœur, répondit Valérie, la voix rauque. Barrett, ce que tu as fait. Les photos, les messages. Tous authentiques, comme tu le sais parfaitement. Tu as détruit ma réputation. Barrett rit, sans la moindre joie. Ta réputation. C'est ça qui t'inquiète? Pas le fait que tu couches avec le directeur opérationnel de ton père depuis 3 ans? Pas les mensonges? Pas la mascarade que tu as faite de notre mariage? Notre mariage était une mascarade dès le début, siffla-t-elle. Tu m'as épousé sous de faux prétextes. Tu as menti sur qui tu étais. Comme toi, répondit calmement Barrett. Sauf que moi, je ne t'ai jamais trahi. Je ne t'ai jamais humilié. J'ai joué mon rôle à la perfection, pendant que toi, tu n'as même pas su rester fidèle. Qu'est-ce que tu veux, Barrett? De l'argent? C'est ça? Donne-moi ton prix et mets fin à cette vendetta. La voix de Barrett devint glaciale. De l'argent? J'ai plus de richesse que ta famille ne pourrait jamais en rêver. Ce n'est pas une question d'argent, Valérie. C'est une question de justice. Pour ton père. C'était il y a 30 ans. Pour mon père. Pour moi. Pour toutes les personnes que ton père a piétinées pour arriver au sommet. S'il te plaît, sa voix se brisa. Quoi que mon père ait fait, quoi que moi j'ai fait, rien ne mérite tout ça. Pendant une fraction de seconde, Barrett ressentit une étincelle du lien qu'ils avaient jadis partagé.
avant de découvrir sa véritable nature. Il l'éteignit sans pitié. Ça vaut tout, dit-il doucement. Et ce n'est que le début. Le lendemain matin, Barrett rencontra son équipe juridique à Zurich pour examiner les derniers développements. Le partenariat chinois montrait déjà des signes de faiblesse, avec des questions réglementaires soulevées à Pékin. Broaddick sera désespéré de trouver une bouée de sauvetage, dit Barrett à son avocate principale, Simone Rossi. C'est à ce moment-là qu'on lui entendra une. À travers une série de sociétés d'écran non reliées à Phoenix. Et les conditions, demanda Rossi. Généreuse en apparence. Des transferts de propriété profonds, déguisés en concessions mineures. Quand il comprendra ce qu'il a signé, il sera trop tard. Alors que la réunion touchait à sa fin, Barrett reçut un message inattendu, Trevor Maxwell voulait le rencontrer. Intéressant, murmura Barrett. Organisez ça, dit-il à son assistante. Lieu neutre, protocole de sécurité complet. 3 jours plus tard, Barrett s'assit dans une salle à manger privée d'un restaurant genevois, attendant. Trevor Maxwell entra. Il paraissait bien moins soigné que lors de ses apparitions médiatiques. Des cernes sous les yeux, son costume de créateur légèrement froissé. Monsieur Caldwell, commença Trevor en tendant la main. Barrett ignora le geste. Vous avez 10 minutes. Trevor s'assit, visiblement mal à l'aise. Je veux proposer une trêve. Une trêve implique une guerre, monsieur Maxwell. Ceci n'est pas une guerre. C'est une extermination. Chapitre 5, la contre-attaque. Et moi, tu ne comprends rien, interrompit Barrett. L'infidélité de ma femme n'est qu'un symptôme d'une maladie plus grave. Toi, Valérie Broderick, vous êtes tous faits du même moule, privilégiés, corrompus, vous vous croyez intouchables. Je peux t'aider, insista Trevor. J'ai des informations, des choses sur Broderick qui pourraient te donner l'avantage dont tu as besoin sans détruire l'entreprise. Barrett l'étudia attentivement. Tu proposes de trahir ton mentor, le père de ton ami, l'homme qui a fait ta carrière. Je suis pragmatique. Hardroth Technologies emploie des milliers de personnes. Ta vendetta les menace tous. Comme c'est noble de ta part de soudainement te soucier des employés, remarqua Barrett sarcastiquement. Dis-moi, as-tu pensé à ces gens lorsque toi et Brick avez poussé Sullivan au suicide? Ou lorsque vous avez dépouillé Newton Medical de ses brevets, laissant leur équipe de recherche sans emploi? Trevor se tortilla, mal à l'aise. Les affaires sont les affaires. Précisément. Et ceci est mon affaire. Barrett se leva. Tes 10 minutes sont écoulées. Attends. Trevor sortit une clé USB de sa veste. Regarde au moins ce que j'ai, pour le bien des innocents pris entre deux feux. Hugging face. Barrett prit la clé, la glissa dans sa poche sans commentaire. Un conseil, monsieur Maxwell, commence à mettre à jour ton CV. Tu en auras besoin. Alors que Barrett quittait le restaurant, il appela Naomi. Fais analyser la clé de Maxwell par l'équipe de sécurité. Je veux savoir s'il y a quelque chose d'utile dessus. Et augmente la surveillance sur lui. Il devient désespéré, ce qui le rend dangereux. Compris. Et monsieur, il y a eu un développement avec votre sœur. Valérie a de nouveau pris contact avec elle, demandant de l'aide pour organiser une rencontre avec vous. Barrett fronça les sourcils. Tiens, c'est qu'elle ne doit pas faciliter cela. Elle m'a dit de vous dire qu'elle pense que vous devriez entendre ce que Valérie a à dire. Quelque chose à propos de mettre fin à tout cela avant que cela ne vous détruise aussi. Barrett mit fin à l'appel sans répondre. L'inquiétude de sa sœur était mal placée. Il ne restait plus rien en lui à détruire. Preston Davenport, l'homme vulnérable qui avait peut-être autrefois aimé Valérie, n'avait jamais vraiment existé. Et Barrett Caldwell avait été forgé dans le feu, immunisé contre la manipulation émotionnelle que Valérie maîtrisait si bien. Du moins, c'est ce qu'il se disait alors que sa voiture filait à travers la campagne suisse, l'emmenant plus loin sur le chemin de sa vengeance méticuleusement planifiée. Et il retira une petite boîte en bois contenant l'ancienne montre de poche de son père. Nicholas Caldwell l'avait portée chaque jour jusqu'à sa mort. Tu avais raison sur une chose, papa,
murmura-t-il en faisant glisser son pouce sur la surface usée. Certaines batailles ne peuvent pas être gagnées avec de la gentillesse. Le Phoenix Protocol était le plan de contingence le plus dévastateur de Barrett, une attaque simultanée et multifacette contre chaque recoin de l'Empire Hardrove, des affaires à la sphère personnelle. Au lever du jour, il ne resterait plus que des cendres, et de ces cendres, Barrett accomplirait sa vengeance. Chapitre 6, le point de non-retour. À 4h37, heure de l'Est, le Phoenix Protocol libéra un enfer numérique sur l'Empire Hardrove. Barrett observait depuis son centre de commandement, une pièce sécurisée de son Pentouse à Manhattan, remplie d'écrans affichant des données en temps réel du monde entier. Phase 1, terminée, rapporta son directeur technologique. Tous les systèmes de Hardrove Technologies ont été infiltrés avec succès. Nous avons le contrôle de leurs communications internes, de leurs dossiers financiers et de leurs bases de données de recherche. Barrett hocha la tête, le visage baigné par la lueur bleutée des écrans. Lancez la phase 2. Transmettez les documents à toutes les grandes publications financières. En quelques minutes, des journalistes du monde entier reçurent des preuves explosives que Barrett avait collectées pendant 8 longues années, la preuve que Broderick Hardrove avait volé les plans de traitement quantique de Nicholas Caldwell, fabriqué des preuves pour le discréditer, et effacé systématiquement ses contributions de l'histoire. Mais ce n'était que le début. Le Phoenix Protocol ne visait pas seulement à révéler la vérité. Il avait été conçu pour démanteler méthodiquement tout ce que Broderick Hardrove avait construit, pièce par pièce. L'ouverture des marchés est dans 3 heures, dit Barrett à son équipe. Je veux que chaque investisseur, partenaire et membre du conseil d'administration voit ces documents avant la cloche. Alors que l'aube se levait sur New York, le téléphone de Barrett sonna. C'était Trevor Maxwell. « Tu es allé trop loin, Caldwell », dit la voix de Trevor, haletante de panique. « La SEC est à ma porte. Ils disent que mes comptes montrent des preuves de délit d'initié. »« Quelle malchance », répondit froidement Barrett. « Peut-être aurais-tu dû réfléchir aux conséquences avant de salir la mémoire de mon père. C'est illégal. Tu ne peux pas inventer tout ça. » « Je n'ai rien inventé, Trevor. Chaque transaction de ces comptes a bien eu lieu. La blockchain ne ment pas. Si ces transactions semblent suspectes, eh bien, c'est entre toi et les régulateurs. Espèce de... » Barrett raccrocha et se tourna vers son directeur financier. « Où en est l'offre de Meridian ? Le conseil d'administration de Hardrove est en session d'urgence. Avec Maxwell sous enquête et les nouveaux documents rendus publics, ils sont en mode panique. » Parfait. Barrett consulta sa montre, celle de son père. Dites à Simone de contacter directement le président du conseil. Informez-le que Meridian Capital est prêt à augmenter son offre à la lumière des récents événements, mais seulement s'ils agissent dans l'heure. Le piège était tendu. Meridian Capital, la société écran de Barrett, offrirait une bouée de sauvetage à un conseil d'administration de Hardrove Technologies en train de se noyer. Ils accepteraient par désespoir, sans réaliser que les conditions transféraient effectivement le contrôle de l'entreprise à Barrett, via un enchevêtrement complexe de filiales. À midi, la nouvelle tomba, Hardrove Technologies avait accepté l'offre de Meridian Capital pour une participation majoritaire. L'action se stabilisa brièvement après l'annonce, avant que les analystes ne commencent à se demander qui contrôlait réellement Meridian. Le téléphone de Barrett sonna de nouveau. Cette fois, c'était Valérie. « Mon père a fait une crise cardiaque », dit-elle sans préambule, la voix tremblante. « Il est en soins intensifs. Les médecins disent que le stress, ils ne savent pas s'il va s'en sortir. » Barrett ressentit un frisson. Pas du remords, pas vraiment. Mais peut-être l'écho de l'homme qu'il aurait pu être, dans une autre vie. « Je suis désolé d'entendre ça, » dit-il enfin, surpris par l'authenticité de ses propres mots. « Tu le es ?» La voix de Valérie se durcit. « N'est-ce pas exactement ce que tu voulais ? Mon père détruit, notre entreprise en ruine, » Trevor poursuivit au pénal. « La justice ne concerne pas ce que je veux, Valérie. Elle concerne ce qui est juste. » « Et qui t'a nommé juge de la justice, répliqua-t-elle. Tu dis que mon père a volé le travail du tien, mais au moins personne n'est mort dans cette histoire. Peux-tu en dire autant de ta vengeance ? » Ces mots frappèrent Barrett avec une force inattendue.
Il n'avait jamais voulu que Broderick meure. Être humilié, oui. Ruiné, certainement. Mais pas mort. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent, poursuivit Valérie, sa voix brisée. Mais s'il ne s'en sort pas, ce sang sera sur tes mains, Barrett. Après qu'elle ait raccroché, Barrett resta immobile dans son centre de commandement, entouré de la preuve de son triomphe. Tout se déroulait comme prévu, Hardrove Technologies était désormais sous son contrôle, Trevor Maxwell faisait face à des poursuites fédérales, et la vérité sur l'invention de son père était enfin publique. Alors pourquoi la victoire avait-elle un goût si amer? Son téléphone vibra. Un message de Tia. Il est temps d'arrêter, Barry. Papa n'aurait jamais voulu ça. Barrett ferma les yeux. Des souvenirs affluèrent, le sourire doux de son père, ses explications patientes sur des principes d'ingénierie complexes, sa conviction inébranlable que le savoir devait servir à construire, pas à détruire. Monsieur? Naomi interrompit ses pensées. Le transfert de propriété est terminé. Hardrove Technologies est désormais sous votre contrôle via les filiales de Meridian. Quelles sont vos instructions? Barrett fixa le logo de Hardrove Technologies sur l'écran central. Il avait rêvé de ce moment pendant plus de 10 ans, le moment où il démantèlerait l'entreprise morceau par morceau, vendrait ses actifs, et effacerait l'héritage de Broderick Hardrove, tout comme Broderick avait tenté d'effacer celui de son père. Monsieur, insista Naomi. Barrett prit sa décision. Maintenez les opérations actuelles. Aucune action supplémentaire jusqu'à nouvel ordre. Vous suspendez le protocole, demanda Naomi, surprise. Pour l'instant. Barrett attrapa son manteau. Je dois aller voir quelque chose. Des heures plus tard, Barrett se tenait dans le couloir devant l'unité de soins intensifs cardiaques, où Broderick Hardrove luttait pour sa vie. Il n'était pas entré. Il n'en avait pas le droit. Mais quelque chose l'avait poussé à venir. Barrett? Il se retourna et vit Valérie s'approcher, les yeux rougis, son apparence d'ordinaire impeccable totalement bouleversée. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, la confusion et la colère se disputant son visage. « J'avais besoin de voir » répondit simplement Barrett. « Voir quoi ?»« Les dégâts que tu as causés » dit-elle avec amertume. « Non. Voir si je ressentais quelque chose. » Barrett soutint son regard. 8 ans à planifier cette vengeance. Il fallait que je sache si l'accomplir comblerait le vide laissé par la mort de mon père. Et alors? Demanda Valérie. Barrett resta silencieux un long moment. Non, admit-il enfin. Ça ne le ramène pas. Ça ne change rien au passé. Alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Demanda-t-elle, sincèrement déconcertée. Avant que Barrett ne puisse répondre, le couloir de l'hôpital fut soudain envahi par l'agitation. Les médecins coururent dans la chambre de Broderick, des alarmes retentirent. Le visage de Valérie se vida de toute couleur. Non. Souffla-t-elle, se précipitant dans la chambre. Barrett recula, observant à travers la vitre le personnel médical tenter de sauver la vie de Broderick Hardrove. À cet instant, voyant l'angoisse de Valérie face à la possible perte de son père, quelque chose changea dans la perspective de Barrett. Son téléphone vibra. Un message de son directeur financier. Le conseil attend les instructions concernant le démantèlement de l'entreprise. Quelle est la suite? Barrett fixa longtemps l'écran, puis regarda Valérie à travers la vitre. Puis, avec des gestes délibérés, il tapa. Interrompre. Maintenir les opérations. Instructions à suivre demain. Alors qu'il rangeait son téléphone, Barrett prit une décision. Peut-être qu'il existait un chemin qui honorerait la mémoire de son père, sans causer plus de destruction. Ses pensées furent interrompues par l'apparition de Trevor Maxwell au bout du couloir, escorté par 2 agents du FBI. Leurs regards se croisèrent, et Barrett comprit immédiatement, Maxwell avait passé un accord. En échange d'une réduction de peine, il avait fourni des preuves impliquant Barrett dans des manipulations financières. Alors que les agents s'approchaient, Barrett ressentit un étrange sentiment de calme. Le jeu avait changé. Sa vengeance avait réussi, mais à un prix qu'il n'avait pas pleinement anticipé. Il allait maintenant devoir faire face aux conséquences de ses actes.
Barrett Caldwell, demanda l'un des agents. Oui, répondit Barrett. Je suis prêt. Et certaines activités de trading liées à Hardrow Technologies. Barrett acquiesça. Je coopérerai pleinement, dit-il, jetant un dernier regard à Valérie à travers la vitre. Son père avait été stabilisé, l'urgence semblait terminée, pour le moment. Alors que les agents l'escortaient hors de l'hôpital, le téléphone de Barrett émit une nouvelle notification. Un message de Tia. Peu importe ce qui arrive ensuite, souviens-toi de qui tu es vraiment. Pas Preston. Pas Barrett, l'homme consumé par la vengeance. Le frère que je connais est toujours là, quelque part. Barrett n'en était pas si sûr. Mais alors que le véhicule du FBI s'éloignait de l'hôpital, il sentit enfin le poids de ses 8 années de mascarade se dissiper. Peu importaient les batailles juridiques à venir, le regard du public ou même les éventuelles accusations criminelles, au moins, cette fois, il les affronterait en étant lui-même. Plus de masques. Plus de faux-semblants. La vengeance qui avait défini toute son existence, était achevée. Maintenant, il lui fallait décider, qu'est-ce qui allait la remplacer. Chapitre 7, le prix de la vengeance. Le centre de détention fédéral était bien loin des pantoufles luxueux et des jets privés de Barrett. Mais comme toujours, il s'y adapta avec la même précision calculée qu'il appliquait à chaque aspect de sa vie. 3 jours après son arrestation, il était assis dans une salle de consultation, en face de son avocat pénaliste, Maître Martin Reeves. Les charges sont sérieuses, expliqua Reeves en étalant des documents sur la table. Fraude boursière, fraude électronique, usurpation d'identité, espionnage industriel. Le parquet vous présente comme un homme dévoré par la vengeance, qui a manipulé les marchés et utilisé des tactiques illégales pour anéantir Hardrow Technologies. Barrett resta impassible. Et votre évaluation? Certaines accusations tiendront, d'autres non. Les preuves de la SEC sont circonstancielles. L'usurpation liée à votre identité, Preston Davenport, est plus problématique. Mais le point le plus accablant, c'est le témoignage de Maxwell. Reeves se pencha vers lui. Il affirme que vous avez explicitement menacé de détruire Hardrow Technologies pour venger votre père. Dire la vérité est-il un crime? Pas forcément, répondit Reeves en soupirant. L'intention compte dans ce genre d'affaires. Mener des stratégies commerciales légitimes et légales. Orchestrer une vendetta qui manipule les marchés, ne l'est pas. Je vois. Barrett réfléchit. Et Hardrow Technologies? Que devient l'entreprise? C'est là que ça devient intéressant, dit Reeves. Malgré le chaos, l'acquisition de Meridian est maintenue par la Cour, en attendant les résultats de l'enquête. Techniquement, vous contrôlez toujours l'entreprise via vos sociétés écrans, bien qu'un administrateur judiciaire gère désormais les opérations pendant que vos actifs sont gelés. Barrett acquiesça, assimilant l'information. Sa vengeance lui avait permis de prendre le contrôle de la société de briques. Mais au prix de sa liberté. Une victoire à la Pyrrhu. Il y a autre chose, ajouta Reeves. L'état de santé de Brick Hardrow s'est stabilisé. Il est réveillé. Et il a déjà fait une déclaration au procureur, niant toute responsabilité dans les travaux de votre père. Bien sûr qu'il a nié, répondit Barrett, amer. 30 ans de mensonges ne s'arrêtent pas comme ça. Au contraire, interrompit une voix inconnue. Barrett leva les yeux. Tia venait d'entrer dans la pièce, accompagné d'un homme aux cheveux gris qu'il ne reconnut pas. J'ai obtenu un droit d'accès en tant que famille, expliqua Tia. Et j'ai amené quelqu'un que tu dois rencontrer. L'homme plus âgé s'avança, tendant la main. Dr Alan Westfield. J'ai travaillé avec votre père chez Hardrow Technologies dans les années 90. Barrett resta figé. Vous connaissiez mon père? J'étais son collègue le plus proche, confirma Westfield. Et cela fait une semaine que je fournis mon témoignage aux enquêteurs fédéraux, à propos de ce qu'il s'est réellement passé avec les travaux de Nicholas Caldwell sur le traitement quantique. Pendant l'heure suivante, Westfield raconta une version bien plus complexe que celle à laquelle Barrett s'était accroché pendant des années. Nicholas Caldwell avait bel et bien développé l'architecture révolutionnaire de traitement quantique qui allait faire le succès de Hardrow. Mais la vérité sur son appropriation n'était pas si simple.
Broderick n'a pas directement volé le travail de votre père, expliqua Westfield. C'est son adjoint, Lawrence Kraravant, qui l'a fait. Il a copié les fichiers de votre père, et les a présentés à Broderick comme s'ils étaient les siens. Et Brick l'a juste cru sur parole, demanda Barrett, sceptique. Au départ, oui. Mais quand votre père a commencé à poser des questions, Broderick a lancé une enquête interne. Et c'est là que tout a basculé. Kraravant avait fabriqué des preuves, accusant Nicholas Caldwell de vouloir voler des secrets industriels. Et Brick a cru cela aussi. Westfield hésita. Il a choisi d'y croire. La technologie était trop précieuse. Le potentiel, trop grand. Il s'est convaincu que votre père était instable, qu'il voulait s'approprier un travail qui n'était pas le sien. Quelle coïncidence, commode, dit Barrett d'un ton glacial. Je ne le défends pas, insista Westfield. Ce qui est arrivé à votre père est une tragédie. J'ai voulu parler à l'époque, mais Kraravant a menacé ma carrière, ma famille. Je suis resté silencieux. Et ce silence me hante depuis. Pourquoi parler maintenant, demanda Tia. Parce que je suivais la campagne de Barrett contre Hardrow Technologies. Et quand j'ai compris qui était derrière, j'ai su qu'il était temps de dire la vérité. Barrett se renfonça dans son siège, absorbant chaque mot. Toute sa vengeance reposait sur l'idée que Broderick était le seul coupable, l'homme responsable de la chute de son père. Mais la réalité était plus nuancée. Broderick avait été complice, oui, peut-être même coupable. Mais il n'était pas le cerveau qu'il avait imaginé. Ce témoignage pourrait tout changer, intervint Reeves. Si le docteur Westfield peut prouver que Brick savait ou aurait dû savoir la vérité à propos du travail de votre père, cela renforce considérablement votre dossier. Ce n'est pas que mon témoignage, ajouta Westfield. J'ai conservé des documents de l'époque. Des notes de conception originales. Des emails. Des procès-verbaux de réunion. De quoi prouver que la technologie revenait bien à votre père. Pour la première fois depuis son arrestation, Barrett sentit une étincelle d'espoir. Non pas pour lui. Mais pour l'héritage de son père. La vérité enfin pourrait éclater. La reconnaissance, si longtemps refusée, pourrait enfin lui être accordée. Il y a une autre chose que tu dois savoir, dit Tia doucement. Valérie a essayé de te voir. On lui a refusé l'accès parce qu'elle n'est pas de la famille, mais elle insiste. Barrett fronça les sourcils. Pourquoi voudrait-elle me parler? Elle dit qu'il y a des choses que tu ignores. Sur elle. Sur votre mariage. Notre mariage était un mensonge, dit Barrett, froidement. 8 ans de mensonges, des deux côtés, lui rappela Tia avec douceur. Peut-être qu'il est temps de l'écouter. Avant que Barrett ne puisse répondre, un gardien entra. Le temps était écoulé. Tandis que Tia et Westfield quittaient la salle, Barrett prit une décision. Dis à Valérie que je veux la voir, dit-il à sa sœur. Et Reeves organise une réunion avec les procureurs. Tu veux discuter d'un accord de plaidoyer, demanda Reeves, surpris. Non. D'un autre genre de justice. Chapitre 8, la révélation. Le silence tomba sur la salle d'audience alors que Barrett Caldwell prenait place à la barre. 6 semaines s'étaient écoulées depuis son arrestation, et le procès avait captivé l'attention nationale, une tragédie grecque moderne mêlant vengeance, tromperie et guerre d'entreprise. Barrett avait refusé un accord de plaidoyer, choisissant plutôt d'affronter directement les accusations. Avec le témoignage du docteur Westfield et des preuves soutenant ses affirmations concernant le travail volé de son père, le récit avait évolué, passant de la représentation de Barrett comme un manipulateur vengeur à quelque chose de plus complexe, un fils cherchant justice pour un père brillant dont l'héritage avait été effacé. Alors que Barrett prêtait serment, il aperçut des visages familiers dans la galerie, Tia, vigilante et solidaire, Naomi, son assistante loyale, gérant désormais ce qui restait de ses affaires juridiques, et, de manière surprenante, Valérie, assise seule près du fond. Monsieur Caldwell, commença son avocat, pouvez-vous expliquer à la cour pourquoi vous avez créé l'identité de Preston Davenport? Barrett regarda directement le jury. Pour découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à mon père, Nicholas Caldwell.
Il était un ingénieur brillant dont l'architecture de traitement quantique a été appropriée par Hardrove Technologies dans les années 1990. Lorsqu'il a contesté ce vol, il a été systématiquement discrédité, sa carrière détruite. Il s'est suicidé quand j'avais 19 ans. Et vous croyez que Broderick Hardrove en est personnellement responsable? Je le croyais, reconnut Barrett. Pendant de nombreuses années, cette conviction a guidé chacune de mes décisions. J'ai construit Phoenix Innovation en utilisant les conceptions non réalisées de mon père, gardant mon identité secrète. Lorsque j'ai accumulé suffisamment de ressources, j'ai créé l'identité de Preston Davenport pour infiltrer la famille Hardrove avec l'intention spécifique de détruire Hardrove Technologies. Barrett fit une pause, choisissant ses mots avec soin. Au départ, oui, je voulais la justice pour mon père. Je croyais que cela signifiait démanteler ce que Broderick Hardrove avait construit sur le travail volé de mon père. Votre mariage avec Valérie Hardrove faisait-il partie de votre plan? Barrett jeta un bref regard à Valérie avant de répondre. Cela a commencé ainsi. Je l'ai approché avec une intention calculée, mais avec le temps. Il hésita. Les lignes se sont brouillées. Preston Davenport était une construction, mais vivre en tant que lui pendant 8 ans m'a affecté de manière que je n'avais pas anticipée. L'interrogatoire se poursuivit pendant des heures, couvrant les tactiques commerciales de Barrett, le protocole Phoenix et les manœuvres financières complexes qui lui avaient finalement donné le contrôle de Hardrove Technologies. Tout au long, Barrett fut honnête sur ses actions tout en expliquant le contexte qui les sous-tendait. Lorsque le procureur commença son contre-interrogatoire, le ton changea radicalement. Monsieur Caldwell, commença le procureur, vous vous êtes présenté comme un fils cherchant la justice, mais n'est-il pas vrai que vos actions sont allées bien au-delà de la simple exposition de la vérité sur le travail de votre père? J'ai poursuivi plusieurs voies pour obtenir justice, répondit Barrett d'un ton égal. Y compris épouser délibérément une femme sous de faux prétextes, orchestrer la ruine financière de nombreuses personnes associées à Hardrove Technologies, et entreprendre des actions qui ont contribué aux crises cardiaques de Broderick Hardrove. Barrett ne broncha pas, j'assume la responsabilité de mes actions, toutes. Même celles qui ont failli tuer un homme. Je n'ai jamais eu l'intention de causer de préjudice physique à Broderick Hardrove ou à quiconque. Mon objectif était de révéler la vérité et de récupérer l'héritage de mon père. Le procureur s'approcha avec un document. Pourtant, dans cet email à votre équipe exécutive, vous avez spécifiquement déclaré « Hardrove saura ce que cela fait de tout perdre, tout comme mon père ». Il leva les yeux vers Barrett. Cela ressemble-t-il à quelqu'un intéressé uniquement par la vérité et la justice, ou cela ressemble-t-il à de la vengeance? Barrett resta silencieux un moment. C'était les deux, admit-il enfin. Je voulais la justice, mais je voulais aussi la vengeance. Je ne le nierai pas. Pas d'autres questions, dit le procureur en retournant à sa table. Alors que Barrett descendait du banc des témoins, il ressentit un étrange sentiment de libération. Pendant des années, il avait vécu derrière des façades soigneusement construites, calculant chaque mot et chaque action. Maintenant, enfin, la vérité était exposée, non seulement sur le travail volé de son père, mais aussi sur ses propres actions et motivations. Le lendemain, dans un développement surprenant, Broderick Hardrove apparut au tribunal, frêle mais déterminé. Malgré les objections de son médecin, il avait insisté pour témoigner. « Je suis venu pour rétablir la vérité », commença Broderick, sa voix plus faible que le ton autoritaire dont Barrett se souvenait. « Il y a 30 ans, une terrible injustice a été commise à l'encontre de Nicholas Caldwell sous ma surveillance, avec ma connaissance et, finalement, avec ma bénédiction. » La salle d'audience fut agitée de murmures alors que Broderick détaillait comment son adjoint ambitieux avait présenté la conception révolutionnaire de traitement quantique de Nicholas Caldwell comme étant la sienne, comment Broderick l'avait initialement cru, et comment, lorsqu'il fut confronté à des preuves de la vérité, il avait fait le choix dévastateur de protéger les intérêts de l'entreprise plutôt que de faire ce qui était juste. Je me suis convaincu que c'était une zone grise, témoigna Broderick, que le travail de Caldwell avait été développé en utilisant les ressources de l'entreprise, que la mise en œuvre finale avait nécessité les raffinements de notre équipe. Mais la percée fondamentale, l'idée qui a rendu tout possible, c'était celle de Nicholas Caldwell, et j'ai échoué à le reconnaître. Broderick se tourna directement vers Barrett. Je ne peux pas défaire le passé.
Je ne peux pas ramener votre père. Mais je peux enfin dire la vérité, l'architecture de traitement quantique qui a construit Hardgrove Technologies était la création de votre père. Il méritait la reconnaissance, les brevets, la place dans l'histoire qui lui ont été refusés. Alors que le témoignage de Broderick se concluait, Barrett ressentit un mélange complexe d'émotions, la justification pour son père, un sentiment creux de victoire et un poids inattendu se levant de ses épaules. La vérité qu'il avait si longtemps lutté pour exposer était enfin publique, reconnue par l'homme même qui l'avait enterré. Ce soir-là, alors que Barrett était escorté de retour en détention, son avocat se précipita avec des nouvelles. Le juge envisage de rejeter plusieurs des accusations les plus graves. Le témoignage de Broderick a tout changé. Et Hardgrove Technologies, demanda Barrett. L'acquisition par Meridian est toujours en suspens juridique, mais avec vous et Broderick coopérant maintenant avec les autorités, il est question d'une résolution négociée potentielle. 3 jours plus tard, Barrett était assis dans une salle de conférence avec son équipe juridique, des procureurs et des représentants de Hardgrove Technologies, y compris Broderick lui-même. Sur la table se trouvait un projet de règlement qui résoudrait à la fois les accusations criminelles contre Barrett et l'avenir de l'entreprise. Les termes sont simples, expliqua le procureur principal. Monsieur Caldwell plaide coupable à des accusations réduites de manipulation de titres et de fraude d'identité, avec une peine recommandée de temps déjà purgé plus 3 ans de probation. En échange, il accepte un désengagement structuré de ses intérêts dans Hardgrove Technologies, avec des dispositions pour établir l'Institut Caldwell pour l'innovation quantique en tant que fondation de recherche conjointe entre Phoenix et Hardgrove. Barrett étudia les documents, en particulier les sections détaillant comment l'héritage de son père serait préservé et honoré. De plus, ajouta l'avocat de Hardgrove, Monsieur Hardgrove est prêt à publier une déclaration publique reconnaissant les contributions de Nicholas Caldwell et l'échec historique de l'entreprise à créditer correctement son travail. Et préparer une stratégie défensive qui protège leur division de recherche avant toute autre chose, c'est cela qui compte le plus. Alors que son assistante s'éloignait, Tia lui lança un regard approbateur. Construire au lieu de détruire, ça te va bien. J'essaie, admit Barrett. Ils continuèrent leur visite de l'établissement, s'arrêtant de temps à autre pour discuter avec des chercheurs enthousiastes à l'idée de partager leur projet avec le fondateur de l'Institut. Dans ces échanges, Barrett trouva une satisfaction inattendue, le respect sincère de brillants esprits, qui appréciaient non pas sa richesse ni son pouvoir, mais sa compréhension de leur travail et l'héritage de son père qui y vivait encore. Plus tard dans l'après-midi, alors que Barrett se préparait à partir, son chef de la sécurité s'approcha avec une mise à jour qu'il attendait, mais redoutait. La demande de divorce de Madame Caldwell a été traitée, monsieur. Les documents nécessitent votre signature. Bien que le règlement ait déjà acté leur séparation, la finalisation du divorce avait été retardée par des complications juridiques liées à l'incarcération temporaire de Barrett, et au processus complexe de démêlage des biens appartenant à Preston Davenport versus ceux de Bear Caldwell. Merci, dit simplement Barrett en prenant l'enveloppe. Autre chose? Juste ceci, répondit le chef de la sécurité en lui tendant une enveloppe plus petite. Elle a été livrée avec les papiers, mais adressée séparément. Seul dans son bureau, Barrett ouvrit d'abord les documents de divorce, signant là où cela était requis. 8 années de mariage bâties sur la tromperie, maintenues par des émotions complexes, et qui se terminaient maintenant avec une surprenante civilité. Les termes étaient équitables. Valérie réclamait bien moins que ce qu'elle aurait pu exiger. La seconde enveloppe contenait une simple note pliée, écrite de la main de Valérie. Barrett. Alors que nous mettons officiellement fin à ce qui avait commencé sous de si faux semblants, je me surprends à penser à la vérité. La vérité sur ton père, que tu t'es battu si ardemment pour révéler. La vérité sur le mien, que j'apprends encore à accepter. Et la vérité sur nous que quelque part, sous les mensonges et les trahisons, il y avait peut-être quelque chose qui aurait pu être sauvé, si nous avions été d'autres personnes. Je ne prétendrai pas que je ne t'ai pas blessé, ni que tu ne m'as pas blessé. Nous savons tous les deux que ce serait faux. Mais j'en suis venu à croire que comprendre pourquoi quelqu'un cause de la douleur est presque aussi important que la douleur elle-même. Je retourne à Londres le mois prochain, pour recommencer ma vie, loin de tout ça. Peut-être qu'un jour, nous nous croiserons à nouveau, non pas comme les gens que nous étions, mais comme ceux que nous sommes en train de devenir.
D'ici là, je te souhaite la paix. Quelque chose que, je le crains, ni toi ni moi n'avons connu depuis bien longtemps. Valérie. Barrett relut la note 2 fois avant de la plier soigneusement et de la ranger dans le tiroir de son bureau. Il fut un temps où il aurait rejeté ces mots comme une forme de manipulation, une tentative de plus d'Hardroth pour réécrire l'histoire. Mais à présent, il reconnaissait la même vérité complexe qu'elle, leur relation n'avait été ni totalement fausse ni complètement authentique. Elle était quelque chose d'unique, forgé dans des circonstances inhabituelles. Son téléphone vibra, une notification indiquant que Broderick Hardroth avait été hospitalisé de nouveau. Malgré leur passé, Barrett avait conservé un lien distant mais respectueux avec son ancien beau-père. Alors que la santé de Broderick déclinait, la reconnaissance publique de l'apport de Nicholas Caldwell par le vieil homme n'avait pas effacé le passé, mais avait permis une fragile réconciliation. Barrett décida qu'il enverrait des fleurs, mais n'irait pas le voir. Certaines frontières devaient être respectées. Certaines distances restaient plus appropriées que des rapprochements forcés. Broderick était désormais la préoccupation de Valérie, pas la sienne. Alors que la soirée tombait, Barrett se retrouva attiré par le mur commémoratif de l'Institut, où les visiteurs pouvaient découvrir toute l'histoire des innovations de Nicholas Caldwell et du long chemin vers leur reconnaissance. Il se tint devant la photo de son père, y voyant non seulement l'ingénieur brillant, mais aussi l'homme bienveillant qui lui avait appris que la connaissance devait élever l'humanité, pas servir des vengeances personnelles. « Je crois que je comprends, maintenant, papa, » dit doucement Barrett à l'intention du couloir vide. Ce n'était pas une question de les faire payer. C'était une question de faire en sorte que ton œuvre compte. Un agent de sécurité passa devant lui, hochant la tête avec respect, avant de poursuivre sa ronde, laissant Barrett seul avec ses pensées. La vengeance qu'il avait consumée si longtemps avait finalement cédé la place à quelque chose de plus profond. Pas exactement le pardon, mais la reconnaissance que regarder vers l'avant demandait plus de force que de rester fixé sur le passé. Il n'oublierait jamais ce que Broderick Hardroth avait fait. Il ne pardonnerait jamais complètement la trahison de Valérie. Il ne pourrait jamais dissocier totalement les actes de Trevor Maxwell de leurs conséquences. Mais il pouvait choisir ce qui définirait son avenir. Et cet avenir ne serait pas bâti sur la vengeance. 2 semaines plus tard, Barrett apprit que Broderick Hardroth s'était éteint paisiblement dans son sommeil. La nouvelle lui parvint alors qu'il révisait les plans pour la prochaine phase d'expansion de l'Institut. Le communiqué officiel de Hardroth Technologies reconnaissait l'héritage complexe de Brick, y compris ses aveux tardifs concernant le travail de Nicholas Caldwell. La presse financière souligna l'ironie du fait que l'entreprise fondée par Broderick finançait désormais en partie un institut portant le nom de l'homme dont il avait autrefois usurpé les recherches. Barrett assista aux funérailles, gardant une distance respectueuse pendant que Valérie recevait les condoléances. Leurs regards se croisèrent un instant à travers le cimetière. Un échange muet passa entre eux. Pas un pardon, aucun des deux n'en était encore capable. Mais une compréhension. Tous deux avaient été transformés par ce qu'il s'était passé. Alors que Barrett s'apprêtait à partir, Trevor Maxwell s'approcha de lui. C'était leur première rencontre depuis le procès. Trevor avait évité la prison grâce à sa coopération avec les autorités. Mais il avait perdu son poste et sa réputation. « Caldwell, » dit Trevor d'un ton raide, « je ne m'attendais pas à te voir ici. »« Je suis venu rendre hommage, » répondit Barrett avec neutralité. « À l'entreprise qu'il a bâtie, sinon à l'homme lui-même. » Trevor le fixa. « Tu as gagné, tu sais. Tout ce que tu voulais, l'entreprise, la reconnaissance de ton père, ta revanche contre nous tous. » Barrett secoua la tête. « Si c'est ce que tu crois, alors tu n'as toujours rien compris. »« Alors explique-moi, » répliqua Trevor. « C'était pourquoi, si ce n'était pas pour la vengeance ?» Barrett prit un moment pour réfléchir à la question. « Ça a commencé comme une vengeance, » admit-il. « Mais ça s'est terminé autrement. Comme un règlement de compte. Pas seulement pour Broderick ou Hardroth Technologies, mais aussi pour moi. Pour ce que je suis devenu en poursuivant cette vengeance. »« Et tu es devenu quoi, exactement ?» demanda Trevor, sceptique. Barrett tourna les yeux vers Valérie, debout à côté du cercueil de son père. Quelqu'un qui comprend enfin que le plus grand héritage n'est pas ce qu'on prend aux autres, mais ce qu'on construit soi-même.
Il laissa Trevor sans ajouter un mot et marcha vers la voiture qui l'attendait. Le chauffeur avait reçu pour instruction de le conduire directement à l'aéroport. La tentative de rachat de Sullivan Medical par le Palmer Group s'intensifiait. Et Barrett était attendu à Boston pour aider à organiser la riposte. Cette fois, toutefois, sa stratégie serait différente. Pas la destruction, mais la protection. Pas la vengeance, mais la valeur. Les leçons des 6 derniers mois avaient profondément changé son approche. Alors que la voiture s'éloignait du cimetière, Barrett reçut un message de Tia. La situation chez Sullivan semblait sérieuse. Quel est ton plan? Barrett prit un moment avant de répondre. Faire ce que mon père aurait fait. Construire quelque chose de meilleur. Au loin, il aperçut Valérie le regarder s'éloigner. Silhouette solitaire contre l'horizon gris. Il ne réparerait sans doute jamais ce qui avait été brisé entre eux. Trop de mensonges, trop de trahison, des deux côtés. Mais il pouvait au moins reconnaître la vérité. Ce qui s'était passé. Et ce qu'ils avaient été l'un pour l'autre. Pour Barrett. C'était là une forme de justice. Pas la justice brûlante de la vengeance qu'il avait un jour désirée. Mais la froide clarté de la vérité. Enfin exposée à la lumière. Sa revanche était achevée. Mais pas de la manière qu'il avait imaginée. L'Empire Hardrove n'avait pas été détruit. Mais transformé. L'héritage de son père n'avait pas été vengé. Mais honoré. Et Barrett lui-même n'avait pas trouvé la satisfaction dans la chute de son ennemi. Mais dans l'avenir qu'il était désormais libre de bâtir. Alors que Seattle disparaissait derrière lui. Et que de nouveaux défis l'attendaient. Barrett Caldwell abandonna pour de bon les derniers vestiges de Preston Davenport. Le masque qu'il avait porté si longtemps. Et accepta enfin l'homme qu'il était devenu. Ni le fils vengeur. Ni le mari trompeur. Mais quelqu'un de totalement nouveau. Quelqu'un que son père aurait peut-être reconnu. Quelqu'un qu'il apprenait encore à connaître. Et voilà, une autre histoire touche à sa fin. Qu'en avez-vous pensé? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette histoire, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Ça signifie beaucoup pour nous. Et pour d'autres récits comme celui-ci, n'oubliez pas de jeter un œil aux vidéos recommandées à l'écran. On se retrouve très bientôt. Bro, you could have just moaned. I think I did moan, bro. In general. So I started playing Minecraft pretty early into its development. I started playing right around the Halloween update where they added the Nether, which was in like 2010, maybe 2011. And I have been playing ever since, quite literally. So I'm a Minecraft kid through and through. Okay. You know what? I don't know why I'm like packing up my shit. I ain't ready to go yet. I'm still a baby in my old age. Minecraft is just such a goated game, bro. Alright, we got the diamond pick. Which means we are almost ready. I mean, if we were really speedrunning, I could get into the nether, like, pretty soon here. Oh no. The Unnamed is losing the mana that was lent to him. I wouldn't say lent. It was donated. This arc is not great, bro. He went from being like number 5 on the leaderboard to e-begging. Okay. Okay, I have enough for pants.
Alright, chat, we got an ad break coming up in about a minute here. If you're not subbed, you're going to be hit with an ad break. But we're also going to have a raffle starting when the ads start for 1,000 mana. So when that hits, it'll give you guys a prompt to join the raffle. I knew nothing about this game until my 9-year-old said, "Mommy, come play with me." In this game I just found, yo, I just discovered this underground title. Banger of a game, I gotta say, bro. I think my favorite thing about Minecraft is how, what's the word I'm looking for? Malleable it is? It could be a speedrun game. It could be a high-intensity, fast-paced PvP game. It could be a play-at-your-own-rate, like, very chill, relaxing experience. It could be anything and everything you want it to be. It could be an MMO. You know, it's just, the sky is the limit. And in like 15 years of playing Minecraft, I'm still finding ways to enjoy it, you know? It's not a lot of games that are like that. This effing sucks. Uh-oh, did me not lose a bunch? 955 isn't the worst. Yeah, I mean, this game can be a fucking engineering game. One of the first mod packs I really got into was Create Above and Beyond. Just turns the game into Factorio. 3D Factorio. And like, I got so freaking hooked on that. Okay, did I leave my... No. Okay, we're moving from this area. I'm ready to broaden my horizons and explore a little deeper. Alright, the ads are running. The raffle has started. Exclamation point join for a chance to win 1,000 mana. Gamblers always quit right before they win. Right before their big break. I know, dude. It's such a tragedy. 99% of gamblers give up before they hit the lottery. Oh my...